Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cet entretien de la rédaction avec l'honorable député Ouro Akpo Tchaniao de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Honorable député Ouro Akpo Tchaniao, bonjour. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices. Comment allez-vous? Non, je me porte très bien. Comment se porte le Parlement togolais? Le Parlement se porte quand même, en tout cas, comme les Togolais. Et votre groupe parlementaire? Oui, bien sûr. Bon, là, il y a quand même beaucoup d'activités et je pense que ça va. Vous y tenez? Nous tenons, parce que c'est un devoir citoyen. Merci donc de votre disponibilité à répondre aux questions de la rédaction de Radio Canal K. Au menu de nos échanges, le dossier dit Wassem Gate. Le 26 juillet 2016, 3 journaux, dont 2 togolais, à savoir le quotidien Liberté et l'hebdomadaire L'Alternative, et puis le journal français en ligne Le Monde Afrique, ont publié des informations accablantes sur l'entreprise Wassem basée à Tablibo au Togo. De troublantes révélations faites par ces journaux suscitent de vives réactions au sein de l'opinion qui continue de multiplier des interrogations demeurées sans réponse. En votre qualité de représentant du peuple à l'Assemblée nationale, vous avez le 8 septembre dernier introduit un courrier à la primature, courrier dans lequel vous interpellez le Premier ministre sur la question. Dans le dit courrier, vous pointez du doigt l'évasion fiscale, le statut juridique de l'entreprise et l'actionnariat. Avant toute chose, honorable, pouvez-vous nous expliquer un peu le statut de la zone franche? Oui, merci beaucoup. Tout ce que vous aviez dit, c'est vrai. Et c'est pour cette raison que nous avions demandé, nous avions interpellé le Premier ministre. D'abord, en tant que chef du gouvernement, et ensuite, en tant que personnalité faisant partie de ceux-là qui détiennent des actions à Wassem. Et nous avions voulu en savoir, d'abord, comme vous avez dit, la première question, la situation juridique de Wassem, parce que c'est un peu flou. Nous avions constaté, quand vous prenez la loi portant statut de la zone franche, l'article 7 de cette loi exclut les entreprises extractives, c'est-à-dire les entreprises qui extraient le minerai ou qui travaillent sur le minerai. Donc, la société Wassem qui extrait le clinker fait partie des entreprises exclues. Et quand vous prenez l'article 39 de cette même loi, qui nous dit que sont abrogés tous les dispositifs antérieurs à la loi portant statut de la zone franche. Donc à partir de ce moment, l'entreprise Wassem devrait maintenant se conformer à la loi. C'est pour ça que nous avions demandé au ministre d'abord de faire un audit sur le statut juridique. Et le ministre de l'économie et des finances est arrivé pour répondre à la place du Premier ministre pour nous dire que la société Wassem est régie dans son fonctionnement par une convention entre l'État togolais et cette entreprise qui date de 1996. Alors, nous avions été surpris parce qu'une convention dans la hiérarchie des normes, une convention qui a été signée en 1996, peut-elle être au-dessus de la loi? Parce que la convention ici est sectorielle, alors que la loi, elle a une portée générale. Et malheureusement, le ministre n'a pas répondu. Et nous avions cherché à comprendre pourquoi il n'a pas fait. Parce que c'est vrai qu'en 2011, on a voté la loi portant statut de la zone franche qui exclut la société Wassem, mais le gouvernement togolais s'est rattrapé à travers la loi portant le code des investissements. Et c'est là-bas qu'ils ont mis un article, l'article 53, qui protège la société Wassem par rapport aux lois de l'État. Ce que nous trouvons vraiment ubuesque et très dangereux, parce qu'à partir de cet instant, au lieu que la loi protège, en tout cas l'intérêt général, nous avions compris que le gouvernement a opté pour la protection des intérêts particuliers et certainement qu'eux-mêmes, ils devraient être dans la minorité. C'est pour ça que nous avions demandé au Premier ministre de venir nous dire est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient tout en étant Premier ministre et être actionnaire dans une société de l'État. Ce n'est pas la première fois que ce constat est fait. Rappelez-vous dans l'affaire Servère,
où nous avions constaté que la SALT, qui est une société d'État, est actionnaire dans Lomé Catherine, qui dessert tous les avions ici en nourriture et autres là, mais les directeurs généraux des sociétés d'État sont aussi actionnaires au même niveau que l'État. Dans cette société-là, nous avions demandé des explications. Le chef de file de l'opposition a demandé des explications au Premier ministre. Jusqu'alors, le Premier ministre n'a pas répondu. Donc nous avions pu comprendre qu'il y a une forme de camouflage, un flou kafkaïen qui est organisé au niveau même du sommet de l'État pour profiter à la minorité, comme eux-mêmes, comme le chef de l'État l'a dit. Il y a une minorité qui a accaparé les richesses de l'État et voilà les résultats. Nous avions été surpris à travers les informations qui ont été données par Veille économique. Notre compatriote Thomas Koumou, qui a fait des recherches et s'est rendu compte qu'en 2014, il y a des sociétés écrans qui n'ont pas d'existence nulle part. Quand vous allez au greffe du tribunal de première instance de Lomé, où la liste des actionnaires de toutes les sociétés se trouve, il y a deux sociétés. L'une qu'on appelle Casitom Limited et l'autre qui s'appelle Kenen Limited, qui ont bénéficié chacune des dividendes de 1 milliard en 2014, mais qui n'ont pas d'existence légale sur le terrain. Donc nous avions compris que la situation juridique a été organisée au plus haut sommet de l'État pour ce qui concerne Ouassem, pour permettre à des gens peu recommandables de profiter des richesses de notre pays. Et nous n'avions pas, en tout cas, été surpris par la réponse du commissaire du gouvernement, parce qu'il était là pour protéger des intérêts, non pas les intérêts des Togolais, mais les intérêts de la minorité. Alors, si on vous comprend bien aujourd'hui, est-ce qu'on peut tout de suite commencer par dire qu'il y a conflit d'intérêts en matière d'application même de nos lois qui sont censées réglementer les secteurs d'activité économique? Non, ce n'est pas question de conflit d'intérêts, mais c'est la mauvaise foi. Parce que devant cette situation, quand vous prenez l'article 39 de la loi portant statut de zone franche, l'article dit « sont abrogés tous les dispositifs antérieurs contraires à la présente loi ». Ça veut dire qu'à partir de cet instant, la convention qui lie le Togo à Ouassem devrait être revue. Devrait être modifiée. Et on ne peut pas laisser une convention comme ça ad vitam aeternam. Même les avantages accordés aux sociétés Ouassem est limité dans le temps. Mais pour les avantages accordés aux sociétés de la zone franche sont limités dans le temps. Mais tout ce qui concerne Ouassem aujourd'hui, on se rend compte que c'est illimité. Ça veut dire que quelque part, ceux qui nous sont à la tête de l'État ont organisé une certaine oligarchie dont l'objectif est de s'enrichir et s'enrichir à tout moment. Et cela ne peut pas nous surprendre parce que leur objectif, c'est de rester à la tête de l'État ad vitam aeternam. Alors, selon vous aujourd'hui, puisque vous le dites, et puis les trois journaux précités ont eu à le dire clairement, le Premier ministre Selom Komiklassou fait partie de ces personnalités étatiques, lui, les chefs du gouvernement, à avoir leurs actions au sein de cette entreprise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faille faire? Est-ce qu'ils doivent, selon vous, se retirer, démissionner, vendre leurs actions? Qu'est-ce qui devrait être convenable? Non, le problème n'est pas l'acquisition des actions. Le problème fondamental, c'est la manière dont les actions ont été acquises. Il y a ce qu'on appelle l'utilisation de la position dominante. Est-ce que c'est des actions que tous ils ont acquis ces actions-là en utilisant leur position dominante? Rappelez-vous la situation de Yadema au niveau de la brasserie du bébé. Yadema était actionnaire à la brasserie bébé. Même dans Servère, Yadema est actionnaire. La question qu'il faut se poser, comment est-ce qu'on peut être à la tête de l'État et faire des affaires au nom de l'État? Dans quelles conditions ils ont acquis leur action?
C'est là le problème. Et ça, c'est sanctionné par le code pénal en son article 613. Lorsque vous utilisez votre position dominante pour acquérir des actions, ça veut dire qu'il y a ce que vous avez appelé ici prise illégale d'intérêt. C'est sanctionné. Parce qu'on ne peut pas être à la fois, et c'est ce que le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a posé comme question au ministre. Est-ce que, même si la loi ne le dit pas clairement, est-ce que l'éthique voudrait qu'il faut se saisir, il faut utiliser de sa position au niveau de l'État pour faire des affaires au détriment de l'intérêt général? C'est ça la question. Et nous avions, c'est à dessein que nous avions interpellé le Premier ministre. Il fallait, oui, à dessein. Parce que vous saviez qu'il n'allait pas répondre à non, parce que l'affaire a éclaté. En septembre, je pense. Oui, en septembre. L'affaire a éclaté en septembre. Mais personne n'a réagi au niveau de la tête du pays. Normalement, à la suite de la publication des journaux togolais et le journal Le Monde, le gouvernement devrait réagir. Mais il n'a pas réagi. C'est pour ça que nous avions interpellé le Premier ministre. Il fallait qu'il vienne nous dire les conditions dans lesquelles il a acquis ses actions. Peut-être qu'il va nous dire qu'il a acquis les actions avant d'être Premier ministre. D'accord. Mais il avait été préfet, ensuite ministre de l'Éducation, député, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, à quel moment il a acquis les actions et dans quelles conditions? Ce n'est pas lui seul. Il y a d'autres autorités de l'État qui sont actionnaires. Dans quelles conditions ces gens-là ont acquis les actions? Ils n'ont qu'à nous dire. Donc, cette question n'a pas été répondue. Et nous disons qu'il y a complicité au plus haut niveau de l'État. C'est pour ça que nous avions rejeté la réponse du ministre en ce qui concerne les enquêtes qu'ils ont diligentées. Parce que, pour nous, ce n'est pas l'OTR qui doit mener ces enquêtes-là. Qui doit les faire? Mais d'abord, c'est l'inspection des finances qui devrait se saisir. Et maintenant, mettre en branle avec d'autres cabinets sur le plan international, parce que l'évasion fiscale est une affaire qui concerne, en tout cas, des ramifications sur le plan international. Donc, ce n'est pas l'OTR, parce que l'OTR est limité. L'OTR était où? Depuis que Wassem existe, et n'a pas découvert qu'il y a, en tout cas... Vous savez que l'OTR, c'est récemment, avec la fusion des deux grandes mais dans tous les cas, économiques du Togo. Mais dans tous les cas, est-ce que l'OTR a une fois procédé au contrôle des coûts de production pour évaluer, en tout cas, la valeur ajoutée que Wassem apporte pour vérifier, en tout cas, puisque l'État togolais est actionnaire dedans, de 10%. Comment se fait-il que l'État est actionnaire, avec le Premier ministre qui est actionnaire, et tous ces gens-là ne participent pas au conseil d'administration pour voir comment sont présentés les coûts de production et sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas venir nous dire qu'au cours d'une année 2014, Wassem a organisé une formation, en tout cas à un coût de plus de 400 millions. Alors, quelle est cette formation? Qui ont été formés? Quel est le cabinet qui a organisé? Tout ça là, ça n'existe nulle part. Alors, est-ce que l'OTR l'a découvert quelque part et n'a pas dit? Ça veut dire que quelque part l'OTR aussi, à mon sens, serait complice. C'est pour ça que moi, en tout cas, nous, au niveau de l'ANC, on n'est pas d'accord que ce soit l'OTR qui va mener ces enquêtes. Et nous vous promettons que l'OTR ne va rien trouver. Parce que l'OTR ne va pas chercher là où il faut chercher. Alors aujourd'hui, vous vous trouvez confronté au refus, si on peut l'appeler ainsi, du Premier ministre, que vous l'avez expliqué vous-même et d'autres personnalités, de répondre aux différentes interpellations à propos de ce sujet-là. Que comptez-vous faire pour obtenir gain de cause quant à cette lutte que vous venez d'engager, ma foi, surtout que les populations attendent de vous? Nous avions, dans cette affaire, une marge de manœuvre très étriquée. Parce que nous sommes dans un pays où les pouvoirs sont organisés par la Constitution avec séparation de pouvoirs. L'Assemblée nationale a pour rôle de légiférer, c'est-à-dire voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Mais ceux-là qui sont censés maintenant aller vérifier, il y a la Cour des comptes et le procureur de la République.
Donc, normalement... Entre parenthèses, vous avez parlé de la Cour des comptes. Est-ce que vous sentez cette structure-là, cette institution de la République, est-ce que vous la sentez au niveau de l'Assemblée? Pourquoi est-ce que vous ne l'interpellez pas aussi? La Cour des comptes, d'ailleurs, depuis sa mise en place, est bancale. Pourquoi vous le dites? Parce que, selon la pratique, le président de la Cour des comptes, lorsque la Cour des comptes est installée, doit prêter serment devant le chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui, en recevant le serment du président de la Cour des comptes, le renvoie à ses fonctions. C'est en ce moment que le président de la Cour des comptes va recevoir le serment des greffiers pour permettre à la chambre correctionnelle de la Cour des comptes d'être opérationnelle. Depuis 3 ans que cette Cour des comptes est installée, il paraît, selon les informations données par les membres de la Cour des comptes à l'Assemblée nationale lorsqu'ils ont été interpellés, il paraît que l'agenda du chef de l'État n'a pas permis jusqu'à présent pour que le président de la Cour des comptes puisse prêter serment devant le chef de l'État. Mais il est payé. Mais la question ne se trouve pas là-bas. C'est une question juridique. Vous savez, en matière de droit positif, vous ne pouvez pas exercer un pouvoir que la loi ne vous accorde pas. Mais vous pouvez gagner les bénéfices du pouvoir que cette loi entre-temps vous promet. Je vous dis que nous sommes dans le cadre du droit positif. Lorsque vous voulez exercer un pouvoir que la loi ne vous accorde pas, ça veut dire que vous êtes en train de faire de l'imposture. Aujourd'hui, le président de la Cour des comptes ne peut pas produire un rapport qui va produire un effet de droit. C'est-à-dire que la Cour des comptes aujourd'hui ne peut pas aller vérifier les comptes d'une société d'État ou je ne sais pas quoi et venir faire un rapport et demander au procureur de la République de se saisir ça pour, en tout cas pour une poursuite juridique. Très bien. À partir de cet instant, ça veut dire que le comportement du chef de l'État empêche la Cour des comptes de bien travailler et bloque le processus juridique, c'est-à-dire la mise en branle d'un mécanisme juridique par le procureur de la République pour que tous ceux-là qui font des malversations dans le pays puissent être poursuivis. Et dans ce cas, en tant que député, comme vous avez posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est pourquoi je vous dis que nous avions une marge très étriquée parce que les responsables des institutions de la République ne respectent pas leur engagement et leur devoir conféré par la loi et qu'ils devraient agir. Alors, face à ce développement, nous sommes tentés de vous poser, ou nous osons vous poser une question d'ordre constitutionnel. Le gouvernement togolais est-il vraiment responsable devant la représentation nationale? Puisque vous appelez des ministres qui ne viennent pas, il y a certains qui viennent quand ça les plaît, il y en a qui viennent raconter par exemple ou tenir des arguments qui ne convainquent pas. On va peut-être, si le temps le permet, en parler par rapport au ciment Dangote. Alors, est-ce que le gouvernement est responsable devant la représentation nationale? Non, la loi dit à travers la Constitution que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est la loi qui le dit. La loi qui le dit. Maintenant, dans les faits. Dans les faits, il y a un problème dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est ce que nous appelons l'effet majoritaire. Au niveau de l'Assemblée nationale du Togo, sur les 91 députés, 62 députés viennent du RPT uni, dont la seule et unique, en tout cas, préoccupation est de protéger le pouvoir et le régime. À partir de cet instant, nous avions un problème, parce que, rappelez-vous, dans l'affaire de Mango, lorsque Maître Isabelle Ameganvi a été... Vous voulez parler de la faune et de la flore? Oui, lorsqu'il y a eu des tueries de Mango, nous avions interpellé les membres du gouvernement. Le ministre de la Défense devrait venir répondre. En tant que ministre de la Défense, parce que le chef de l'État, en réalité, n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Mais puisqu'il est descendu pour accepter, occuper le poste de Premier ministre, à partir de ce moment, il devient responsable devant les députés. Mais le chef de l'État n'est pas venu. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on a pu déplacer des chars de guerre du camp de Landia à Kara jusqu'à Mango, aller écraser une population sans que le chef d'état-major ne donne son autorisation. Vous savez aussi que le chef de l'État, il est le ministre de la Défense.
C'est pourquoi j'ai dit, sans que le ministre de la Défense ne soit au courant, qu'il y a un détachement militaire qui a quitté le camp Lanya pour aller mener une activité à Mango. À partir de cet instant, y compris le chef de l'État, en tant que ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Environnement, ensuite le Premier ministre, tous, ils ont failli devant cette affaire-là. Et Maître Dobrousse, qui est le vice-président du groupe parlementaire ANC, a demandé que l'Assemblée se prononce sur, en tout cas, le fonctionnement du gouvernement, la faillite du gouvernement, par une motion de censure. Mais tout à l'heure, vous avez vu, vous étiez dans la salle, vous avez vu comment tous les députés de UNIR se sont mis sur leur ergot pour dire que ça ne passera pas. Ça ne passera jamais. Donc, à partir de cet instant, nous avions compris. C'était la seule arme que l'Assemblée nationale dispose pour faire fléchir le gouvernement devant sa responsabilité lorsque le gouvernement est en faillite. Et tant aujourd'hui, par exemple, parce que vous parlez comme député à l'Assemblée nationale, je vous remets par exemple dans votre toge d'opposant, est-ce qu'il y a d'autres façons de permettre aux populations d'avoir des informations claires relatives à ces affaires-là, par rapport à l'interpellation des autorités gouvernementales? Non, les faits sont là et les faits sont têtus. Tout le monde sait qu'au Togo, la reddition des comptes ne fait pas partie de notre culture, surtout pour ceux qui sont au pouvoir. Et là, vous voulez parler, par exemple, du tribunal de l'histoire? En tout cas, les Togolais le savent. Donc, à partir de ce moment, c'est aux Togolais de prendre leurs responsabilités. Nous, en tant que députés, nous sommes des sentinelles. Notre rôle... Quand vous dites aux Togolais de prendre leurs responsabilités, vous leur demandez de faire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez dans prise de responsabilité? Vous savez, il y a trois manières de prendre ses responsabilités. La première, c'est ce que John Locke appelle le droit, en tout cas, le droit, la sanction du droit à la résistance. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir ont le droit de refuser d'agir dans l'intérêt du peuple. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais le peuple a le devoir de les sanctionner. Sanctionner comment? Parce que c'est ça, c'est en ça que je parle qu'il y a, c'est en ça que je dis, il y a d'abord dans les urnes. Et c'est possible? Mais dans les urnes, oui. Dans les urnes, il faut que le peuple se mette en bloc, d'abord pour voter contre eux et assurer le vote. C'est ce qui reste à faire. C'est-à-dire que nous avions constaté que le peuple vote, mais quand il vote, il part. Désormais, comme ça s'est passé au Bénin, chacun devrait pouvoir protéger son vote. Ça, c'est le... C'est-à-dire rester au niveau des bureaux de vote jusqu'à la fin. Oui. Ou la troisième, comme ça s'est passé en Tunisie, comme ça s'est passé au Burkina Faso, comme ça se passe un peu partout, mais de prendre ses responsabilités. Parce que si aujourd'hui le peuple se lève et il dit non, comme l'a dit Amadou Kourma, quand on n'est pas d'accord, on dit non. On dit non. Alors, il faut que le peuple se lève une fois pour de bon, comme un seul homme, de Senkassé à Djenkassé et de Tchamba à Kachamba, pour dire ça suffit, dégagez. Vous voulez parler de la marche, parce qu'on a marché pendant plusieurs années au Togo, on voit pratiquement les résultats par rapport à la marche. Mais c'est parce que, vous savez, la sociologie politique nous enseigne que lorsque la majorité n'est pas organisée, la minorité domine. Très bien. On va essayer. Le jour où la majorité va s'organiser pour dire, bon, aujourd'hui, nous levons, nous allons... Parce que la Constitution le reconnaît, hein. L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Alors le jour où le peuple veut exercer sa souveraineté, vous allez voir, le 12 juin par exemple, c'est à la suite du vote du code électoral actuel que le peuple s'est soulevé, parce que le peuple ne se retrouvait pas dans le code électoral qui avait été voté, c'était en 2012. Mais quand le peuple s'est levé, c'est vrai que nous avions en face de nous une armée clanique, ethnique, organisée, non pas pour défendre l'intérêt général, mais l'intérêt d'une minorité et d'un clan.
d'un clan, et l'armée est sortie pour défendre le régime. Mais je ne suis pas sûr que cela peut continuer, parce que l'histoire nous renseigne qu'au Togo, en 1933, les femmes de Lomé s'étaient révoltées contre le colon et ont pu réaliser un certain nombre de choses. Tout le monde se rappelle donc, des événements du 5 octobre. Vous avez encore envie qu'il y ait cette mobilisation. Ce n'est pas que nous avions envie. Le peuple aujourd'hui, vous êtes journaliste, ça veut dire que vous êtes dans la masse, vous êtes dans le peuple. Chaque matin, chaque jour, tous les Togolais se plaignent. Allez-y au CHU, allez-y au port autonome de Lomé. Justement, par rapport à cette question concernant le CHU, puisque vous l'avez évoqué, nous l'avons également prévu, quel regard vous portez sur les gémissements, les cris de détresse des populations qui se plaignent de l'état de dégradation de nos hôpitaux? Mais c'est un sentiment de... Je ne sais pas, je suis très inquiet. Je suis très inquiet et très malheureux. Parce que moi, chaque matin, je passe devant le CHU. Et moi-même, je vais très souvent au CHU parce que j'ai des parents. Et je suis vraiment désabusé lorsque on me dit que toutes les analyses qu'on demande aux malades au CHU sont obligés d'aller le faire à l'hôtel Delhi. Dans les cliniques, on va dire. C'est une clinique privée, l'hôtel Delhi. Il y a les équipements de dernier cri. L'État togolais n'est pas en mesure de les installer. Aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est la maladie du cancer. Mais il n'y a aucune structure de prise en charge au niveau de l'État. Et que comptez-vous faire, que ce soit au niveau du Parlement ou au sein de l'opposition? Mais c'est ce que je vous dis que... au niveau pour dénoncer ou bien des actions concrètes? Nous, en tant que députés, je l'ai dit, que nous ne sommes que des sentinelles. On nous dit, des gens de mauvaise foi le disent, que le chien aboie mais la caravane passe. C'est vrai. Le fameux slogan. Oui, le fameux slogan. Parce que le rôle du chien, ce n'est pas d'arrêter le voleur. C'est d'aboyer. C'est de réveiller le propriétaire. Mais on connaît quand même des chiens bergers qui arrivent à maîtriser les voleurs. Nous, on fait ce qu'on peut. Très bien. On va parler de la décentralisation parce que c'est également une question qui défraie la chronique. Selon vous, qu'est-ce que vous préconisez pour rendre effectif ce rêve des Togolais de voir la décentralisation vraiment dans une réalité donnée, d'aller aux élections locales? Nous sommes partout parce que l'ANC, tout comme le CAP 2015, revient d'une tournée qui avait commencé depuis le 15 octobre. Ça doit être votre troisième tournée. Ça doit être notre troisième tournée. C'est le message. Parce que la question de la décentralisation est le fondement même de la démocratie à la base et du développement à la base. Et nous avions dit, depuis qu'on nous a rabattu, en tout cas les oreilles par les histoires de FNFI et de je ne sais pas quoi, de PUDC, nous avions dit que ce sont en tout cas des programmes qui n'aboutiront pas. Parce que l'élément fondamental... Vous êtes si pessimiste? Non, c'est-à-dire que c'est une question de logique. Vous ne pouvez pas faire le développement à la base sans la décentralisation. Et vous ne pouvez pas faire la décentralisation sans les élections locales. C'est trivial. Vous ne pouvez pas faire un et laisser l'autre. Parce que le gouvernement en parle, mais on parle quand même... C'est une façon... Il y a eu des rencontres. C'est une façon de bluffer. C'est une façon de bluffer et nous, on ne rentre pas dans cette logique. Et nous disons qu'il faut... C'est pour ça que nous retournons toujours. Mais vous venez de dire que vous ne rentrez pas dans cette logique. Entre-temps, il y a des informations qui ont circulé comme quoi vous auriez approché le ministère de l'administration territoriale pour éventuellement partager des postes, notamment des préfectures, des communes, des mairies, ainsi de suite. À cette réunion, heureusement, j'y étais. C'est moi qui ai représenté... nous étions deux. Vous aviez fait cette proposition? Vous m'avez posé une question. Si. Laissez-moi répondre. J'y étais et lorsque nous étions arrivés, le ministre Bawara avait commencé par faire des propositions. Nous avions dit non. Parce que l'ANC a sorti, en tout cas un communiqué, c'était je pense en 2004, cette année même. 2016. Oui, nous avions sorti un communiqué, c'est-à-dire en mars. Nous avions sorti un communiqué où nous avions fustigé. Et pire, moi qui suis devant toi aujourd'hui, j'ai interpellé les ministres de l'administration territoriale. La lettre est actuellement sur la table du ministre qui doit répondre.
par rapport à ces nominations-là, parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est d'abord une violation de l'article 148 de notre Constitution. Le ministre, dans cette posture, a violé l'article 148 de la Constitution. C'est-à-dire que tous les Togolais devraient quand même crier son ras-le-bol. Donc ce que vous dites, non, nous n'avions jamais cautionné cette méthode de gouvernance que nous trouvons non conforme à la Constitution. Très bien. Nous parlons des droits de l'homme rapidement. Quel regard vous portez sur la situation des droits de l'homme au Togo? On avait parlé de torture aujourd'hui au Parlement. Nous sommes ravis parce que vous avez voté une loi qui prend désormais en compte cette affaire de torture, ainsi de suite et tout. Alors, quel regard vous portez sur la situation des droits de l'homme? Non, c'est une avancée qu'il faut saluer. Et l'ANC s'était battue, vous vous rappelez? L'ANC ou l'opposition? Dans tous les cas, ici, vous m'avez présenté en tant que membre de l'ANC. Très bien. Je parle de l'ANC. Très bien. C'est vrai, l'ANC s'était battu, le groupe parlementaire, au niveau de l'ANC, nous n'avions pas voté cette loi à l'époque, et nous avions saisi toutes les instances nationales et internationales. D'abord, en tout cas, le HCROUN, qui a été mise en place pour, en tout cas, réaliser les assurer la réparation, les objectifs de voilà, la CVJR. De la CVJR, nous l'avions interpellé. Disons les recommandations, voilà. Ensuite, nous avions interpellé le Haut Commissariat des Nations Unies contre la torture et autres là. Et, Dieu merci, le chef de l'État, sous pression de toutes ces organisations-là, a fini par céder. Et le crime de torture a été maintenant désormais, comment l'appelle-t-on là, c'est pénalisé maintenant. Imprescriptible. Voilà. Donc, nous battons. Et nous allons toujours nous battre. Toutes les crimes qui ont été organisés dans ce pays seront, en tout cas, jugés un jour. Moi-même, qui vous parle, j'ai été victime de l'arbitraire et de l'injustice. Jusqu'à présent, je suis sur le coup de l'inculpation dans le cadre de l'affaire des incendies, des marchés. On aura l'occasion d'en parler. J'ai fait 6 mois en prison, gratuitement et inutilement. Et je suis aujourd'hui inculpé, tout simplement parce que je gêne. C'est la même chose pour le chef de file de l'opposition aujourd'hui, qui pour sortir du pays est obligé de demander la permission parce qu'on veut le contrôler, le suivre. Et parfois même, nous avions vu des moments où des ministres ont refusé de lui donner l'autorisation de sortie. Donc, le problème des droits de l'homme est un problème sérieux au Togo. Et malheureusement, tous les diplomates qui viennent au Togo ferment les yeux sur les violations. Et aujourd'hui, nous avions constaté que la diplomatie est beaucoup plus orientée vers le business que vers la protection des droits de l'homme. Ça, c'est un sujet intéressant. On aura le temps de revenir là-dessus, mais rapidement, on va parler d'une dernière chose concernant le passage du ministre du Commerce devant vous, les parlementaires. Il s'agissait de parler du ciment Dangote qui devait être vendu, je crois, la tonne à 65 000, mais qu'on retrouve à au-delà de 80 000 aujourd'hui, arrimé au prix de vente du ciment au Sintogo ou Ouassem. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas là une déception pour le peuple togolais? C'est une déception pour le peuple togolais parce que rien n'est clair. Et je l'ai dit qu'au Togo... Est-ce que la ministre nous a convaincus? Non, elle ne nous a pas convaincus parce qu'elle nous a parlé du fait que c'est vrai que le ciment de Dangote arrive à la douane à 66 000 et que la douane, tous les taxes TVA et autres là, mais nous sommes dans un espace CEDEAO où des conventions ont été signées pour la libre circulation des personnes et des biens. Et le ciment de Dangote est frappé produit de la CEDEAO. Donc, nous avions compris, et elle a été claire, que c'est pour protéger les entreprises nationales, à savoir Fortia, Diamond Cement et Sintogo, dont le prix la tonne est homologuée dans le pays. Donc c'est pour ça qu'ils ont obligé Dangote à vendre au même niveau que ces entreprises-là, contre les lois de la concurrence. Et nous avions été déçus parce que, vous savez, dans l'affaire de Panama Papers, nous avions appris de la part d'un ancien Premier ministre
que pendant 3 ans, Wassem, lui, a fait des cadeaux de 10 millions. 10 millions fois 3, ça fait 30 millions. Ça veut dire que Wassem est une entreprise qui corrompt. Ça veut dire que le coût de production de Wassem est exagérément élevé à cause de la corruption qu'elle organise. Nous disons que non, il faut plutôt obliger ces sociétés nationales à rationaliser leur production en réduisant leur coût de production unitaire pour gagner, pour bénéficier en tout cas de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rationalité dans la production et le coût de production de ces entreprises est exagérément élevé et le prix est élevé et on oblige en tout cas toutes les entreprises concurrentielles à profiter encore davantage en tout cas de la richesse nationale en appauvrissant le peuple togolais. Donc voilà, nous disons que c'est un régime mafieux. C'est au fond. Non, c'est une oligarchie. C'est une oligarchie. C'est des gens qui sont là seulement pour s'enrichir et rien que pour s'enrichir. Donc, à partir de cet instant, c'est pour ça il faut que le peuple prenne ses responsabilités et les sanctionne. C'est ce que John Locke a dit. Très bien. Alors, rapidement, puisqu'on a eu à parcourir toutes nos questions, nous sommes acculés, pris par le temps pratiquement parti. Votre mot de la fin, je rappelle, avant que nous avons parlé, en tout cas des Panama Papers, de votre interpellation du Premier ministre qui n'a pas répondu, l'interpellation du chef de file de l'opposition également, qui n'a pas obtenu gain de cause. Alors, votre mot de la fin. Non, ce que nous disons au peuple togolais, nous avions fait tous les diagnostics. Et nous savons que la pauvreté ambiante dans laquelle nous vivons est le résultat, en tout cas, d'une minorité des personnes que nous connaissons aujourd'hui. Nous les connaissons. Chacun connaît les responsables de la souffrance des Togolais. Alors, comme on peut le dire, si vous ne voulez pas qu'on lève la main sur vous, il faut crier fort. Les Togolais doivent se lever comme un seul homme pour dire non, ça suffit. Ça suffit. Et mettre hors d'état de nuire cette minorité-là qui a accaparé toutes les richesses au détriment de la pauvreté, de la population. Je l'ai dit tantôt, que le jour la majorité des Togolais, la majorité va s'organiser pour dire non, ce jour-là, la minorité va céder la place. Il n'y a pas autre chose. En tout cas, on va vous remercier. Merci donc, honorable Bourou Akbou Tchaniao, d'avoir été des nôtres. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci également à nos confrères de Eben Radio, sans oublier la Gazette du Togo qui va se charger de poster en visuel cet entretien sur son site. C'est fini pour cet entretien réalisé donc ici à Lomé au Togo. Merci de l'avoir suivi et bien de choses chez vous.